Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi, avec ce silence un peu creux qui suit les adieux. Madame Delcourt n'était plus là, et mon travail avec elle venait de s'achever pour de bon. Je me suis servi un petit café noir dans la cuisine, par réflexe, et je me suis assise face à la fenêtre. Lyon brillait d'une lumière pâle, comme si la ville hésitait entre le jour et la nuit. J'ai respiré profondément. Il fallait que je parle à mon fils. Julien est arrivé peu après, les clés qui tintent et les pas pressés dans l'entrée. Il m'a regardé, surpris de me voir si tôt. « Maman, tu es déjà là ?»« Oui. Je ne travaillerai plus chez Madame Delcourt. C'est terminé. » Son visage s'est fermé d'un coup, comme une porte qui claque. Pas une seconde de flottement, pas une question pour comprendre. « Terminé comment ? Tu as démissionné. Comme cela ? Et maintenant, tu comptes faire quoi, exactement ? Rester ici à ne rien faire ? » La petite joie que je gardais au fond du cœur s'est dissoute, comme du sucre dans l'eau. Je pensais qu'il me dirait au moins « Assieds-toi, raconte ». À la place, il surveillait déjà les chiffres dans sa tête, les dépenses, le loyer, l'électricité. Je le connais. Quand il est stressé, il parle vite, la voix qui monte d'un cran à chaque phrase. « Julien, écoute, je suis fatiguée. J'ai donné pendant des années. Je pensais prendre un peu de recul, me reposer, être, présente. Pour vous deux. » À ce moment-là, Camille est sortie du couloir, les bras croisés, ce petit sourire sec qu'elle a quand elle se prépare à piquer. « Présente pourquoi, exactement ? La convalescence après l'accouchement ne se fait pas avec des bonnes intentions. Il faut des compétences. Sincèrement, Marguerite, tu as été employée de maison. Tu ne sais pas ce que demande un vrai postpartum. » J'ai senti ma nuque se raidir. Je n'ai rien répondu. Camille a poursuivi comme si elle présentait un plan. « Nous avons discuté avec maman. Le plus raisonnable serait que tu continues à travailler. Les prochains mois vont coûter cher. Si tu arrêtes maintenant, qui couvre le reste ?» Comme par magie, Hélène est apparue dans l'embrasure de la porte, son parfum trop fort avant même qu'elle parle. Elle avait ce ton poli qui coupe plus qu'un couteau. « Marguerite, personne ne veut te brusquer. Nous disons juste les choses clairement. Il n'y a pas de chambre en plus ici. Tu ne peux pas imaginer rester indéfiniment. Tu es d'accord ? Par contre, je connais une famille très confortable à Annecy qui cherche une assistante interne. Nourrie, logée, payée correctement. Pour toi, ce serait idéal. Et tout le monde y gagnerait. » Je l'ai regardé calmement. Je ne retournerai pas vivre chez les gens. C'est fini. Julien a tapé du doigt sur la table, agacé. « Maman, sois réaliste. Tu es encore en pleine forme. Tu pourrais travailler au moins 20 années de plus. Parle de retraite quand tu auras 80 ans. » Ces mots-là m'ont fait l'effet d'une gifle froide. 20 années de plus. Comme si ma vie était une corde extensible sans fin. J'ai pensé à mes mains, aux matins d'hiver, aux escaliers montés et descendus, aux courses, aux lessives, aux nuits, à veiller les gens que j'aimais et ceux que je servais. J'ai dit doucement « J'ai 58 ans. Je décide d'arrêter. C'est ma décision. » Camille a levé les yeux au ciel. « Décider, très bien. Mais alors il faut assumer. Une maison de retraite avec un petit poste en cuisine ou en ménage, cela te donnerait un revenu. Tu serais indépendante, comme tu dis. Indépendante. » Le mot sonnait creux dans sa bouche. Hélène a ajouté, d'une voix faussement douce, « Et puis tu sais, la dignité, c'est aussi participer. Personne ne te met dehors, mais il faut être raisonnable. » Je me suis levée, j'ai rangé ma tasse, mes mains ne tremblaient pas. « Si, vous me mettez dehors, pas avec vos phrases, mais avec votre regard. Je ne suis pas un distributeur, je ne suis pas un meuble qu'on pousse dans le couloir pour gagner de la place. » Julien a lancé un soupir, puis un coup de pied a heurté ma petite valise posée près du buffet. Elle est tombée, ouverte, et quelques chemises se sont étalées au sol. Il a évité mon regard. « Tu veux jouer à la victime, tu as choisi ta vie, pas moi. Maintenant, ne viens pas nous mettre tes décisions sur le dos. » J'ai pensé à tout ce que je ne lui avais jamais dit, au début, aux hôpitaux, aux kilomètres, aux billets de train froissés au fond des poches. Ce n'était ni le lieu ni l'instant. J'ai refermé la valise, lentement. « Très bien.
Je pars ce soir. » Hélène a hoché la tête, comme si tout s'alignait enfin selon son plan. « Nous allons t'aider à trouver vite une place. J'appelle mon contact demain matin. »« Ne vous dérangez pas, » ai-je répondu. « Je m'en occuperai. » Je suis passée dans ma chambre. J'ai plié mes vêtements avec soin. Chaque geste me ramenait à une chose simple. Personne ne décidera plus à ma place. J'ai glissé dans la poche de mon manteau le carnet où je note ce qui compte, les adresses, les idées, les petites promesses que je me fais. Puis, je suis revenue dans l'entrée. Julien a dit, sans me regarder, « Fais ce que tu veux, mais ne viens pas nous reprocher de ne pas t'avoir prévenu. Je ne vous reprocherai rien. Je me souviendrai, c'est tout. » J'ai pris la valise, j'ai ouvert la porte. L'air du soir sentait la pluie. J'ai compris à cet instant que quelque chose s'était cassé pour de bon. Pas seulement ici, mais en moi. Et en même temps, un autre espace s'ouvrait. Plus simple, plus net. Je n'allais plus me taire. Pas cette fois. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans une petite chambre d'hôtel près de la gare Pardieu. Il faisait gris, la lumière filtrait à travers les rideaux épais. J'ai mis un peu d'eau sur mon visage, puis je me suis assise sur le bord du lit. Le silence me paraissait étrange. Après des années à vivre au rythme des autres, à répondre à chaque appel, à chaque besoin, je ne savais plus trop quoi faire de moi-même. Mais ce silence-là n'était pas vide. Il était plein de quelque chose de nouveau, presque doux, la liberté. Je me suis préparé un café soluble avec la bouilloire de la chambre. Le goût était amer, mais il m'a fait du bien. Ensuite, j'ai ouvert la vieille enveloppe que j'avais glissée dans mon sac avant de quitter la maison. La lettre de l'avocat de Madame Delcour. Je l'avais reçue 2 jours avant son enterrement. Je n'avais pas encore eu le courage de la lire en entier. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Madame Delcour. J'étais jeune, timide, un peu maladroite. Elle avait cette façon calme de parler, sans jamais hausser le ton. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé pour elle. Elle disait souvent « Marguerite, vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la loyauté. » Je souriais, gênée, sans trop y croire. Et pourtant, c'est cette phrase qui me revenait sans cesse en tête, tandis que je regardais la lettre ouverte sur mes genoux. Les mots étaient simples, écrits à la main, d'une écriture droite et élégante. Je n'ai pas eu d'enfant. Vous avez été ma famille. À mon décès, je lègue à Madame Marguerite Lefebvre la somme de 8 millions d'euros, à déposer sur un fonds géré par mon notaire, Maître Girard, à Neuilly-sur-Seine. Je suis restée immobile un long moment. 8 millions d'euros. C'était irréel, comme si on m'avait parlé d'une autre personne. J'ai relu la phrase plusieurs fois, lentement. Pas une erreur, pas une illusion. Elle m'avait vraiment laissé cette fortune. Au lieu de sauter de joie, j'ai senti une étrange chaleur monter en moi, pas celle de l'euphorie, mais une forme de reconnaissance silencieuse. Madame Delcour m'avait toujours traité avec respect. Elle disait souvent que j'avais sauvé sa maison, sa santé, et parfois même sa foi en l'humanité. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle irait jusque-là. Je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, les passants marchaient vite, les parapluies se cognaient, la vie continuait comme si de rien n'était. Et moi, là, avec 8 millions d'euros qui dormaient dans un compte dont j'ignorais encore l'existence quelques minutes plus tôt. J'ai refermé la lettre, doucement, et je me suis fait une promesse. Personne ne le saurait. Pas Julien, pas Camille, pas Hélène. Personne. L'argent, je le savais, ne répare pas les blessures, mais il offre une chose précieuse, le choix. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais le choix. Je suis allée voir Maître Girard 2 jours plus tard. Son bureau, à Neuilly, respirait le vieux bois et la discrétion. Il m'a reçue avec une politesse mesurée, les mains croisées sur son bureau. « Madame Lefebvre, tout est en ordre. Madame Delcour avait prévu chaque détail. Les fonds sont déjà transférés. Vous pouvez en disposer à votre convenance. Je l'ai remercié simplement. » Il a tenté un sourire. « Vous savez, elle vous appréciait beaucoup.
Elle disait que vous étiez la seule personne à qui elle faisait confiance. Ces mots m'ont touché plus que la somme elle-même. J'ai quitté le bureau avec une sensation étrange, celle de marcher plus droite, plus légère. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée devant une vitrine d'agence immobilière. Des photos de maisons s'alignaient derrière la vitre. Des villas au bord de l'eau, des appartements lumineux à Aix-en-Provence, des maisons anciennes rénovées à Annecy. Mon regard s'est arrêté sur une petite villa entourée de lavandes, avec un jardin et un atelier au fond. J'ai souri. Je n'avais pas encore de plan précis, mais je savais que c'était le début de quelque chose. Je voulais une vie simple, mais à moi. Une maison où personne ne me jugerait sur ce que je fais ou ne fais pas. Où je pourrais boire mon café au soleil sans qu'on me dise que je perds mon temps. Le soir de retour à l'hôtel, j'ai pris un carnet neuf. Sur la première page, j'ai écrit « Plan pour ma nouvelle vie ». En dessous, j'ai noté « Acheter une maison dans un endroit calme. Ne prévenir personne. Reprendre le piano. Voyager un peu, peut-être la mer. » J'ai refermé le carnet avec un léger sourire. Je n'avais pas besoin de vengeance. La meilleure revanche, c'était la paix. Avant d'éteindre la lumière, j'ai repensé à Julien, à son ton sec, à ses yeux qui ne voyaient plus la femme derrière la mer. Je n'étais plus fâchée. J'étais détachée. C'est peut-être cela, la vraie liberté. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des années. Et au réveil, j'ai su. Le jour où Madame Delcourt m'avait quittée, elle m'avait offert bien plus qu'un héritage. Elle m'avait rendu à moi-même. Quelques semaines plus tard, je suis arrivée à Aix-en-Provence avec une valise, mon carnet, et un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. La ville baignait dans une lumière dorée. Les platanes formaient des allées paisibles et l'air sentait le savon de Marseille. Tout semblait propre, équilibré, à la bonne distance du tumulte. C'était ici que je voulais recommencer. Je m'étais fixé une règle simple, pas de précipitation, pas de gestes spectaculaires. J'allais choisir ma maison tranquillement, comme on choisit un vêtement qui nous va sans avoir besoin de convaincre personne. Un matin, j'ai pris rendez-vous avec une grande agence immobilière du centre. Le hall était vaste, décoré de marbre clair et de plantes impeccablement taillées. Derrière les bureaux en verre, les agents s'activaient, sourire commercial aux lèvres. Une jeune femme est venue vers moi, un peu nerveuse mais aimable. « Bonjour madame, je suis Sophie. Je peux vous aider à visiter nos propriétés haut de gamme ?» Sa voix tremblait un peu. Je lui ai souri. « Oui, j'aimerais voir une villa, quelque chose de calme, avec un jardin et de la lumière. » Nous parlions tranquillement quand une voix plus forte s'est élevée derrière nous. « Sophie, qui t'a autorisé à prendre les nouveaux clients ?» Je me suis retournée. Et là, j'ai reconnu Chloé. La même Chloé, la nièce d'Hélène, la cousine de Camille. Je l'avais croisée plusieurs fois lors des repas de famille, toujours perchée sur ses talons, le ton supérieur et la tête pleine d'air. Elle m'avait déjà jugée à l'époque et je voyais dans ses yeux qu'elle n'avait pas changé. « Tiens, » dit-elle, surprise feinte. « Marguerite Lefebvre, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je cherche à acheter une maison, » ai-je répondu calmement. Elle a éclaté d'un petit rire sec. « Une maison? Ici? Vous savez que ces villas coûtent plusieurs millions d'euros? » Je n'ai rien dit. Elle a continué, ravie de son petit public. « Vous travaillez toujours comme employé de maison, non? Ou vous avez trouvé autre chose ?» Le ton était moqueur, mais j'ai gardé le sourire. « Oui, j'ai trouvé autre chose. La liberté. » Un léger murmure a parcouru la salle. Chloé a froncé les sourcils. Très poétique. Mais soyons réalistes, Madame Lefebvre, ces propriétés ne sont pas pour tout le monde. Nous devons vérifier la solvabilité des acheteurs, vous comprenez? Sophie, embarrassée, a tenté de calmer la situation. Chloé, je m'occupe de cette cliente. C'est moi qui l'ai reçue. Ce n'est pas une question de politesse, a rétorqué Chloé. Il faut éviter les malentendus. Elle a fait signe à un collègue. Appelle la sécurité. On a déjà eu des curieux qui venaient juste pour le café et les brochures. Je me suis avancée d'un pas. Ce ne sera pas nécessaire. Si vous doutez de ma solvabilité, je peux vous la prouver tout de suite. J'ai sorti une pochette de cuir de mon sac,
puis une feuille signée par le notaire. Voici le relevé officiel de mes avoirs. 8 millions d'euros, gérés par Maître Girard à Neuilly-sur-Seine. Chloé a attrapé la feuille d'un geste brusque, l'a parcourue, puis s'est figée. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Les gens autour de nous avaient arrêté de parler. Un silence épais s'est installé. Je me suis tournée vers Sophie, toujours interdite. Je veux visiter 2 villas, celle du chemin des Lavandes et celle du domaine de Saint-Mitre, et je souhaite signer aujourd'hui si tout me convient. Chloé a essayé de se ressaisir. Attendez, il doit y avoir une erreur. Ce document pourrait être falsifié. Ai-je terminé à sa place d'un ton posé? Vous pouvez appeler le notaire, il confirmera. Sophie a regardé sa supérieure, puis moi, et a murmuré « Je vais préparer les dossiers. » La visite s'est faite en silence. La première villa était belle, mais trop moderne. La seconde, en revanche, m'a conquise immédiatement. Une grande bâtisse en pierre claire, un jardin planté d'oliviers et une vue lointaine sur les collines. La lumière entrait doucement dans chaque pièce, comme si la maison respirait la paix. « Celle-ci », ai-je dit simplement. Sophie a ouvert de grands yeux. « Vous êtes sûre ?»« Oui. Et je prendrai aussi la villa du chemin des Lavandes. » Chloé a failli laisser tomber son dossier. « 2 villas? Vous plaisantez ?»« Non. L'une pour y vivre, l'autre pour investir. » J'ai signé les papiers sans trembler, tandis que Chloé, rouge jusqu'aux oreilles, faisait semblant de relire les documents. Quand tout fut terminé, je me suis tournée vers elle. « Vous savez, Chloé, la vie est curieuse. On croit savoir qui a réussi et qui a échoué. Mais souvent, on se trompe. » Elle n'a rien répondu. J'ai pris mon reçu, j'ai salué Sophie et je suis sortie. Dehors, le soleil d'Aix brillait fort. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu. Ce n'était pas de la vengeance, pas vraiment. C'était simplement la justice tranquille du temps. Je me suis dit que Madame Delcourt aurait souri en me voyant ce jour-là. Quelques mois après mon installation à Aix-en-Provence, je suis revenue à Lyon pour quelques affaires. J'avais retrouvé une stabilité tranquille. Mes journées commençaient tôt, avec le chant des cigales, un café noir sur la terrasse et le parfum des lavandes qui entrait par les fenêtres. Je ne vivais pas dans le luxe tapageur, mais dans une sérénité que j'avais oubliée. Pourtant, ce jour-là, j'avais une idée précise en tête. Acheter un piano. Madame Delcourt m'avait souvent encouragée à jouer. Elle disait que mes mains, habituées aux tâches dures, retrouvaient leur douceur dès qu'elles touchaient un clavier. Depuis sa mort, je n'avais plus joué une seule note. C'était comme si la musique dormait en moi. Mais à présent, j'étais prête à la réveiller. La boutique de piano se trouvait dans une rue élégante du centre de Lyon. Derrière la vitrine, plusieurs instruments brillaient sous la lumière douce, chacun comme un bijou. À l'intérieur, un vendeur à la voix posée m'accueillit avec un sourire courtois. « Bonjour, madame. Souhaitez-vous essayer un modèle particulier ?»« Oui, » répondis-je. « Un piano à queue, de préférence un Steinway ou un Yamaha C7. Je veux un son clair, mais chaud. » Il parut surpris, peut-être à cause de la précision de ma demande. Il m'invita à m'asseoir devant un piano noir, à la finition lustrée. J'effleurai les touches du bout des doigts. Le son résonna, pur, rond, presque vivant. Cela m'a traversé tout le corps, comme un souvenir. J'étais en train de jouer les premières mesures de Clair de lune de Debussy quand la porte d'entrée s'est ouverte avec un grand claquement. Une voix bien connue s'est élevée derrière moi. Mais quelle idée de laisser n'importe qui toucher un piano pareil. Je n'avais pas besoin de me retourner. Cette voix, je l'aurais reconnue entre mille. Hélène. Et avec elle, 2 amies, toutes les 3 vêtues comme pour un déjeuner mondain. Leurs talons claquaient sur le parquet. Leur parfum, trop fort, envahissait la pièce. « Tiens donc, » dit Hélène, avec un sourire figé. « Marguerite Lefebvre. Quelle surprise. Vous travaillez ici maintenant ?» Je me suis tournée lentement vers elle. « Non, j'achète un piano. » Ses amis se sont regardés, puis ont ri doucement, comme si je venais de dire une absurdité. « Un piano ?» fit l'une d'elles. « Vous comptez vraiment l'acheter ? Vous savez combien ça coûte ? » « Je sais, » répondis-je simplement.
Et je sais aussi combien vaut le silence qu'il remplit. Le vendeur, mal à l'aise, a tenté de détourner la conversation. Madame Lefebvre a très bon goût, mesdames. Elle a choisi l'un de nos meilleurs modèles. Hélène a levé un sourcil. Oh, voyons, ne soyez pas naïfs. Elle doit confondre essayer et acheter. Je ne dis rien. Je me suis rassis et j'ai repris là où j'avais arrêté. Les premières notes ont résonné à nouveau, légères comme des gouttes de pluie. Le murmure moqueur derrière moi s'est tu peu à peu. Dans cette pièce, il n'y avait plus que la musique, fluide, paisible, presque suspendue. Quand j'ai terminé, le silence a duré plusieurs secondes. Le vendeur m'a regardé, visiblement ému. « C'était magnifique, madame. Vous avez une technique remarquable. » Une des amies d'Hélène a murmuré, un peu confuse. « C'était Debussy, non ?»« Oui, » répondis-je. « Clair de lune. C'est une pièce que j'ai apprise il y a longtemps. » Je me suis levé, j'ai posé doucement la main sur le couvercle du piano. « Je vais le prendre. » Hélène a éclaté de rire, presque nerveusement. « Vous plaisantez, j'espère. Ce piano vaut au moins 15 000 €. » Le vendeur m'a regardé, attendant ma réponse. Je suis resté calme. « Très bien. Préparez la facture à mon nom, Marguerite Lefebvre, et organisez la livraison à Aix-en-Provence, chemin des Lavandes, villa numéro 2. » Ses amis ont écarquillé les yeux. Hélène, elle, a perdu tout son aplomb. « Vous vivez là-bas ?»« Oui, et j'y joue du piano tous les matins. Cela m'aide à respirer. » Le vendeur s'est affairé derrière le comptoir pendant que je sortais ma carte. Quand la transaction fut terminée, il me tendit le reçu avec un sourire sincère. « Félicitations, madame. Ce piano vous ira à merveille. » Je l'ai remercié, puis j'ai tourné les yeux vers Hélène et ses amis. « Vous voyez, Hélène, je ne suis pas venue pour impressionner qui que ce soit. Je suis venue pour me faire plaisir. La musique ne juge pas. Elle écoute. » Elle ne savait plus quoi dire. Leur sourire forcé s'était éteint, leur posture s'était figée. Je leur ai souhaité une bonne journée et je suis sortie sans me retourner. Dehors, le vent de Lyon était frais. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas de l'orgueil que je ressentais, ni de la vengeance. C'était autre chose. Une paix claire, simple. Dans la vitrine, mon reflet me renvoyait l'image d'une femme droite, les épaules ouvertes, le regard calme. Pour la première fois, je me suis reconnue. Tout a commencé un matin banal. Je buvais mon café sur la terrasse, le journal sur les genoux, quand mon téléphone a vibré plusieurs fois d'affilée. Des messages, des appels manqués, des notifications étranges. J'ai fini par en ouvrir un, envoyé par Sophie, la jeune agente immobilière qui était devenue une amie depuis l'achat des villas. « Marguerite, ne regarde pas tout de suite, mais ton fils parle de toi sur Internet, et pas en bien. » Je n'ai pas compris tout de suite. « Julien ? Sur Internet ?» Il n'était pas du genre à s'exposer. Curieuse, j'ai cherché son nom sur la plateforme Streamnet, cette application où les gens se filment en direct pour raconter leur vie. Et là, j'ai vu son visage, en gros plan, les yeux rougis, la voix tremblante. « Ma mère m'a abandonnée, disait-il. Elle a refait sa vie avec l'argent d'un autre. Elle m'a laissé sans rien. » La vidéo durait déjà plus d'1 heure. Il racontait des histoires déformées, des moitiés de vérité, parfois des mensonges complets. Il disait que je vivais dans le luxe après avoir profité d'une vieille femme malade. Il parlait de trahison, de froid calcul. Ses larmes coulaient, bien visibles sous la lumière de sa caméra, et les commentaires affluaient. Pauvre garçon. Comment une mère peut-elle faire ça? Elle ne mérite pas d'avoir un fils pareil. Des centaines de messages, puis des milliers. En quelques jours, ces vidéos se sont répandues partout. On partageait son histoire sur les réseaux, dans des groupes, sur des forums. Il se faisait inviter dans des émissions en ligne, interviewé par des gens qui cherchaient juste du drame. Il pleurait à chaque fois, la voix cassée. « Je ne veux pas d'argent, je veux juste qu'elle me reconnaisse comme son fils. » J'ai ressenti d'abord un mélange de douleur et d'incrédulité, puis un calme étrange. Ce n'était pas la première fois qu'il tordait la vérité, mais jamais il ne l'avait fait en public. Et cette fois, je n'allais pas me taire.
3 jours plus tard, j'ai appelé mon avocat, Maître Girard. Il m'a proposé de porter plainte pour diffamation. « Nous pouvons exiger la suppression immédiate des vidéos », a-t-il dit. « Non », ai-je répondu. « Pas encore. Laissez-le parler. Il creuse déjà son propre trou. » Le soir même, j'ai créé un compte Streamnet. J'ai mis ma vraie photo, mon vrai nom. Pas besoin de me cacher. Puis, j'ai lancé ma première diffusion. Le titre ? Ainsi, je suis la mère sans cœur dont tout le monde parle. En quelques minutes, des centaines de personnes se sont connectées. Certains curieux, d'autres agressifs, d'autres simplement intrigués. J'ai attendu que le flot de messages se stabilise, puis j'ai commencé. Bonsoir à tous, je suis Marguerite Lefebvre. Oui, c'est bien moi, la soi-disant mère cruelle. Je ne suis pas ici pour me défendre, je suis ici pour dire la vérité. J'ai parlé calmement, sans hausser la voix. J'ai raconté l'histoire depuis le début. L'adoption de Julien, son état de santé fragile, les nuits blanches, les doubles emplois, les sacrifices, tout. J'ai montré des documents, le certificat d'adoption, les factures d'hôpital, les lettres de son école, les transferts bancaires. Tout ce que j'avais gardé précieusement, au cas où. Le chat défilait à une vitesse folle. Les gens réagissaient. C'est incroyable. Elle a des preuves, lui non. On nous a menti. Je continuais. Je ne suis pas parfaite. Mais j'ai tout donné à ce garçon. Je l'ai élevé seul. Je lui ai acheté une maison. Et il m'a mise dehors. C'est la seule vérité que je veux que vous reteniez. Puis, j'ai appuyé sur un bouton et diffusé un enregistrement audio. La voix de Julien, quelques mois plus tôt, me proposant de travailler chez un vieil homme riche comme assistante pour qu'il puisse soulager ses finances. Le silence qui a suivi était presque palpable. C'est écœurant. Il voulait la vendre, littéralement. Quelle honte! L'audience a explosé. Des milliers de spectateurs. Les médias en ligne ont commencé à en parler. On comparait nos versions, on analysait les preuves. Très vite, la sympathie s'est déplacée. Julien, de son côté, a tenté une réponse. Il a crié à la manipulation, à la mise en scène. Mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. Les gens avaient entendu sa voix, ses mots, sa manière de tourner la réalité. La colère s'est retournée contre lui. En moins d'une semaine, ses comptes ont été suspendus pour comportement abusif. J'ai reçu des milliers de messages de soutien. Des femmes, surtout, qui m'écrivaient « Vous m'avez rappelé qu'il faut savoir dire stop ». Votre calme m'a inspiré. Je ne répondais pas à tout. J'en lisais quelques-uns le matin, avec mon café. Puis je fermais le téléphone. Le dernier soir, avant d'effacer mon compte, j'ai lancé une dernière diffusion. Merci d'avoir écouté. Je ne cherche ni vengeance ni gloire. J'ai seulement voulu reprendre ma voix. Et maintenant, je la rends au silence. J'ai souri à la caméra, puis j'ai coupé la diffusion. Le lendemain, les journaux en ligne titraient « La mère accusée rétablit la vérité ». Internet découvre la vraie Marguerite. Je n'ai rien répondu. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai ouvert les fenêtres et le vent du sud a fait bouger les rideaux. Pour la première fois, ma maison sonnait comme un lieu vivant, pas comme une cage. Cette guerre moderne n'avait pas eu de sang ni de cris, seulement des mots, des preuves et du silence. Mais c'était la plus grande bataille de ma vie et je l'avais gagnée sans lever la voix. Les mois ont passé et le tumulte est retombé peu à peu. Julien avait disparu des écrans, comme si le vent l'avait effacé. Ses comptes avaient été fermés, ses fans s'étaient dissipés et le silence avait remplacé le bruit. Je ne ressentais ni joie ni vengeance. Seulement un apaisement profond, celui qui vient quand on n'a plus rien à prouver à personne. Mon avocat m'avait appelé un matin pour m'annoncer la nouvelle. « Madame Lefebvre, le tribunal a statué en votre faveur. Vous récupérez la maison. Tous les documents seront signés avant la fin du mois. » J'ai simplement répondu « Merci, maître. » Je suis retourné à Lyon quelques semaines plus tard pour signer les papiers. Revoir cette maison, celle que j'avais achetée pour Julien, m'a serré un peu le cœur. Les rideaux tirés, les fleurs mortes sur le balcon, tout respirait l'abandon. Une fois à l'intérieur, j'ai senti une odeur de renfermé, comme si la maison elle-même retenait son souffle depuis trop longtemps. J'ai marché lentement dans le salon,
caressant les murs du bout des doigts. Chaque pièce portait un souvenir, les repas du dimanche, les disputes, les rires rares mais sincères d'autrefois. Tout cela me paraissait lointain, presque appartenant à une autre vie. J'ai signé les papiers sans hésitation. La maison redevenait mienne, mais je savais que je n'y resterais pas. Ce lieu était trop chargé d'ombre. Quelques jours plus tard, j'ai pris la route pour Évian-les-Bains. Je ne connaissais pas bien la région, seulement ce que j'en avais vu dans des photos ou entendu dans les récits des voyageurs. On disait que le lac Léman avait une lumière unique, changeante, presque vivante. Je voulais la voir de mes propres yeux. J'ai trouvé une petite villa blanche au bout d'une ruelle tranquille, entourée de rosiers et de glycines. À l'arrière, un petit portail ouvrait sur un sentier menant directement au lac. Le premier matin, je m'y suis rendu à pied, un gilet sur les épaules et un thermos de café à la main. Le lac était d'un calme absolu. L'eau, d'un bleu pâle, reflétait les montagnes suisses de l'autre côté. On n'entendait que le clapotis léger contre les pierres et parfois le cri lointain d'un goéland. Je suis resté là longtemps, à regarder ce silence qui bougeait doucement. C'était étrange de se dire que tout ce que j'avais cherché pendant des années, la reconnaissance, la stabilité, l'amour, se résumait finalement à cela. Un peu de paix, un peu de lumière, un endroit où respirer. Les semaines suivantes ont filé doucement. Le matin, je faisais mon marché, discutant avec les vendeurs de fromage et les pêcheurs. L'après-midi, je peignais dans le jardin, un pinceau à la main et le soleil sur la nuque. Le soir, je jouais quelques morceaux au piano, les fenêtres ouvertes sur le parfum de la lavande. Ce n'était pas une grande vie, mais c'était la mienne. Un jour, j'ai reçu une lettre. L'écriture m'était familière, hésitante. Julien. Il ne demandait pas pardon. Il n'accusait pas non plus. Il écrivait seulement « Je suis parti à Genève. Je travaille dans un restaurant. Je ne vais pas bien, mais je m'accroche. Je voulais juste que tu saches que je me souviens encore du goût du gâteau au citron que tu faisais. Rien d'autre. » Je suis resté immobile un long moment, la lettre entre les doigts. Il n'y avait rien à répondre. Certaines histoires ne se réparent pas. Elles s'apaisent avec le temps, comme une mer après la tempête. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée dans un tiroir et je suis allé au bord du lac. Le vent s'était levé. L'eau faisait de petites vagues argentées. J'ai fermé les yeux, écouté le mouvement régulier du lac et j'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. Aux humiliations, aux nuits de fatigue, aux années données sans compter, et à cette étrange récompense qui m'attendait à la fin, la solitude, mais une solitude choisie, douce, pleine de silence et de lumière. Je ne regrettais rien, ni l'amour donné, ni les pertes, ni même les erreurs. Tout cela avait forgé cette femme debout, face au lac, solide et tranquille. Avant de rentrer, j'ai ramassé une petite pierre blanche sur la rive et je l'ai glissée dans ma poche. Elle me rappellerait ce moment, ce lieu, cette seconde où tout s'était enfin arrêté. Ce soir-là, j'ai ouvert les fenêtres du salon. Le piano brillait sous la lumière du crépuscule. J'ai joué doucement quelques notes de Debussy. L'écho a traversé la maison vide, puis s'est mêlé au souffle du vent. Je me suis dit que la musique, au fond, était comme la vie. Elle ne cherche pas à être comprise, seulement à être vécue. Et dans ce silence du lac, pour la première fois, je me suis sentie à ma place. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.